Bonjour et bienvenue à ce cours d'économie à destination des terminales STMG. Nous allons voir dans ce chapitre donc quels sont les instruments de la politique économique conjoncturelle, donc par opposition aux éléments de politique économique structurelle. Je vous rappelle la distinction. La politique économique conjoncturelle ou les mesures conjoncturelles, ce sont des mesures qui sont basées essentiellement sur du court terme, voire du moyen terme. Et la politique structurelle, elle, a pour mission de mettre en place des mesures sur le long terme. Le cours se déroulera en trois parties. On va voir dans cette vidéo la première partie, à savoir donc quelles peuvent être les situations économiques auxquelles l'État doit faire face, quels que soient les États. Ici, on va fonctionner au niveau européen. Préambule, donc quelques questions plutôt. Première question, qui définit la politique économique d'un pays? Généralement, ce sont ses organes dirigeants. En l'occurrence, ici, la politique économique du pays, de la France, elle est déterminée par le gouvernement français, donc le ministre, le Premier ministre, et comme ministre plus particulièrement, donc le ministre de l'économie. Nous sommes en France, la France fait partie de l'Union européenne, par conséquent l'Union européenne va aussi jouer un rôle assez important dans la définition donc, de cette politique économique. On y reviendra plus tard. Sachez quand même que les directives de la politique économique européenne se doivent d'être en corrélation avec l'ensemble des différents pays de l'Europe. Deuxième question, avec quels objectifs? Quels sont les objectifs de la politique économique? Les objectifs sont essentiellement les objectifs que l'on va retrouver dans le carré magique de Caldor. Alors, en l'occurrence, on va retrouver notamment la lutte contre le chômage. On retrouvera aussi la relance de la croissance, éventuellement, la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, le redressement des comptes publics. Je vous rappelle concernant ces deux derniers points, donc la réduction des inégalités, ici il s'agit donc d'inégalités sociales, d'inégalités salariales, de l'ensemble des inégalités, toujours vues d'un point de vue économique. Quant au redressement des comptes publics, il faut savoir encore une fois que la dette publique de la France est à plus de 100% maintenant de son PIB, ce qui est colossal. On est vraiment sur une dette publique assez énorme. C'est pas autant que la Grèce, je suis tout à fait d'accord, néanmoins ça reste assez important. Elle commençait à diminuer cette dette, elle a augmenté un petit peu avec le dernier gouvernement mis en place, donc le gouvernement Macron, avec notamment quelques mesures budgétaires assez coûteuses. Troisième point, est-ce la France qui gère l'euro? La France gérait le franc à l'époque. Dorénavant, la France est dans l'Europe. Par conséquent, ce n'est plus la France qui va gérer l'euro, mais la Banque Centrale Européenne, ici donc la BCE. On vous dit les rôles sont partagés en Europe et les politiques budgétaires aux États, la politique monétaire à la BCE. Alors, quelle est la différence entre la politique budgétaire et la politique monétaire? Ce sont bel et bien deux politiques différentes. La politique budgétaire consiste, donc pour un État, consiste à dire, voilà, j'ai mon budget exactement comme pour un particulier. On a un budget avec des recettes et des dépenses. On prévoit donc sur une année quel sera le montant des recettes, quel sera le montant des dépenses. Ça, c'est pour la politique budgétaire. On gère un budget. Pour la France, c'est exactement la même chose. On regarde quelles seront donc les recettes provenant essentiellement donc des impôts, des taxes diverses, et quelles sont les dépenses, celles qui seront affiliées notamment à tous les différents ministères, donc que ce soit la défense, que ce soit le domaine social ou même le domaine lié au travail, hein, je pense entre autres à ça. Ensuite, la politique monétaire de la BCE. Alors cette politique monétaire de la BCE, en fait, c'est la politique qui va permettre de décider combien finalement on va mettre d'argent en circulation au sein de l'Union européenne. À partir du moment où l'Europe décide de mettre à disposition des différents pays une masse monétaire, donc beaucoup plus d'argent liquide en Europe, ça signifie quoi? Ça signifie que cet argent liquide va être disponible, va être
on va dire revendu entre guillemets, le terme n'est pas si précis que ça, mais indirectement ça y ressemble, étant donné que ça va être à disposition des États qui vont pouvoir donc prendre cet argent exactement comme un particulier irait prendre un crédit. Donc les États prendront cet argent et restitueront cet argent avec des intérêts. Et bien là c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous imaginez la situation, l'Europe met à disposition une masse monétaire, donc des liquidités. Les différents pays, prenons par exemple le cas de la France va prendre en charge une partie de cette liquidité et va pouvoir ensuite la mettre à disposition au sein de son pays. Ça signifie aussi que une fois que cette masse monétaire va être à disposition, les banques vont avoir de l'argent à prêter, donc vont pouvoir emprunter de l'argent. Les banques vont avoir de l'argent à prêter aux différents particuliers. Et s'ils ont de l'argent à prêter, là on est sur un petit peu la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où on a de l'argent à prêter, on va prêter cet argent à un taux qui va être moindre. Si jamais on n'avait pas beaucoup d'argent, si les banques n'avaient que très peu de crédits à affecter, bien entendu, les taux des crédits seraient beaucoup plus élevés. Là encore une fois, c'est la notion de rareté qui va faire la valeur de l'argent. On a beaucoup d'argent, on peut se permettre de baisser les taux. On a peu d'argent, on va augmenter les taux. Avec ensuite donc toutes les conséquences qui peuvent en découler. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc politique budgétaire, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. Politique monétaire, c'est la gestion de la masse monétaire, autrement dit des liquidités qui circulent au sein de l'Europe et qui vont avoir notamment une action sur le taux de crédit. On rentre dans le vif du sujet. Grand 1, donc quelles peuvent être les situations économiques auxquelles les différents États peuvent faire face. Ces situations économiques, on va en voir 4. Les voici. Première situation, le cas de l'expansion. Alors cette expansion, on vous dit qu'elle se traduit par une augmentation du PIB sur une courte période. C'est simple, une augmentation du PIB, c'est l'expansion. Deuxième phase, ce que l'on appelle la phase de récession. Là encore une fois, je lis, c'est défini statistiquement, on vous dit, comme une période d'au moins 2 trimestres consécutifs avec une baisse du PIB. On parlera de récession, on vous dit, dès qu'il y a ralentissement de la croissance se mesurant par justement cette progression du PIB. Donc s'il y a une baisse de progression du PIB, on est en phase de récession. La phase de dépression, quant à elle, on vous dit que c'est une forme grave de crise caractérisée par une baisse durable de la production, autrement dit une baisse du PIB, parce que c'est la production qui génère le PIB, et une baisse généralisée de l'activité. On vous dit elle-même caractérisée par une augmentation du chômage. Autrement dit, plus de chômage, moins d'activité, baisse de la production, et baisse de la production, baisse du PIB. Vous voyez, là on est sur un cercle vicieux assez lourd. Et on vous dit aussi que c'est une baisse généralisée du niveau des prix. Quant à la dernière phase, la phase de stagnation, c'est une situation dans laquelle la croissance du PIB est nulle ou quasi nulle. Ne vous attendez pas à une progression du PIB à 0, mais une progression de PIB qui serait à plus ou moins 0,2, ça reste quelque chose que l'on peut qualifier en tout cas de nul. Voilà, donc ça ce sont 4 phases économiques, l'expansion, la récession, la dépression et la stagnation. Maintenant, pour le cas de la Grèce. Alors, dans quel cas la Grèce se situe-t-elle? Là encore une fois, on a un document à lire. Je vous mets le document, le voici. Donc vous allez pouvoir mettre en pause, lire le document, et dès que le document est lu, vous réactivez la vidéo. Fin de la phase de lecture, on va pouvoir maintenant répondre à la question. Alors, dans quelle situation se trouve la Grèce actuellement? Actuellement, la Grèce est dans une phase dite de dépression. Pourquoi? Parce que, comme ça a été cité dans le document, le PIB est en chute libre. Le PIB a perdu, on vous dit, 25% de sa richesse, et ce depuis déjà 6 ans. La situation économique de la Grèce est une situation très préoccupante. On a même parlé de faillite de la Grèce. Il y a quelques années, il était même question de faire sortir la Grèce de l'Union européenne parce que les critères qui servaient à maintenir la Grèce au sein de l'Union n'étaient plus remplis. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement grave.
Deuxième pays, la France. Là encore une fois, hop, vous avez l'annexe. Je vous laisse le soin de mettre en pause pour lire l'annexe et dès que vous avez fini de lire, on revient à la correction. Voilà le texte concernant donc la situation économique de la France. Donc il date un petit peu, il date de 2015, mais ça a assez peu évolué. Alors, dans quelle situation économique se situe la France? La France, on peut dire qu'elle est dans une situation dite de stagnation. Or pourquoi? Parce qu'on vous dit la croissance du PIB est quasiment nulle. On a un PIB qui progresse de 0,1% à peu près à l'année, soit une progression de 1,2%. De 0,1% par mois plutôt, soit une progression donc de 1,2% plutôt à l'année. Là on tablait sur 1,3% pour l'année à venir. Là je pense qu'avec la crise du coronavirus, ça va être revu, les chiffres vont être revus nettement à la baisse, à moins qu'il y ait une fin d'année qui soit extrêmement prolifique, mais là ce sera assez difficile. Donc pour l'instant, la France, on considère qu'elle est dans une situation de stagnation. Deux autres pays, le Royaume-Uni et l'Italie. Encore une fois, une petite annexe. Vous avez donc sur la partie gauche une partie d'informations concernant le Royaume-Uni. On vous dit que leur PIB a bien augmenté de 0,5% au quatrième trimestre. Sur l'ensemble, le PIB a enregistré une croissance de 2,6% sur l'année, donc. Et pour rappel, on vous dit que le PIB avait affiché une croissance de 1,8% en 2013. Autrement dit, ici, on a une augmentation constante du PIB. Par conséquent, on va pouvoir dire que le Royaume-Uni est dans une phase dite d'expansion. Avec 2,6% sur l'année, on est très très bien. Le produit intérieur brut italien, on vous dit, s'est contracté de 0,4% l'an passé après avoir baissé de 1,7% en 2013. Et les économistes s'attendent toutefois à un retour de la croissance. Alors ils peuvent s'attendre à un retour de la croissance. Pour l'instant, la croissance n'est pas. Le PIB, pour l'instant, se contracte, autrement dit, se réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Italie, on va être dans une situation dite de récession. Le PIB se contracte sur une courte période et même si la croissance est prévue, elle n'est pas encore présente, on considère que l'on est dans une phase de récession. On passe à la suite. Question 2, on vous dit pourquoi est-il impossible de mener une même politique économique dans tous les pays de l'Union européenne? Pour cela donc il y a un petit document. Le voici, je vous laisse le lire. Vous mettez en pause, dès que la pause est finie, on revient sur les réponses. Voilà, fin de la lecture. On reprend donc. Alors, pourquoi est-il impossible de mener une même politique économique dans tous les pays de l'Union européenne? C'est simple, on l'a vu précédemment, on avait 4 pays, la Grèce, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Ces 4 pays étaient dans des situations économiques totalement différentes. Par conséquent, il est impossible d'utiliser les mêmes éléments, les mêmes arguments économiques pour essayer de redresser, pour essayer de gérer un pays. La politique économique, on vous dit, doit répondre à une situation conjoncturelle, donc à un moment donné. Or, et c'est ce que l'on a démontré précédemment, ici, donc certains pays sont en récession, comme l'Italie, d'autres en dépression, comme la Grèce, d'autres en période dite de croissance, en phase de croissance, comme le Royaume-Uni. Comment voulez-vous gérer tous ces pays de la même manière? Pour certains, il va falloir travailler sur une relance, pour d'autres, plutôt sur une politique d'austérité. L'Europe devant gérer une seule politique pour tous ces pays en même temps, l'Europe se trouve dans une situation extrêmement difficile. Voilà en gros pourquoi il est impossible de mener une seule et même politique économique dans tous les pays. Question donc, quelle semble être la politique économique adaptée à la situation française? Alors pour notre part, en France, on a ce que l'on appelle une politique de relance. On vous dit que ça vise à soutenir l'activité. Ainsi, on pense qu'il y aura une création d'emplois pour lutter contre le chômage. Alors, politique de relance, ça signifie que l'État se doit d'investir et en investissant,
On va reprendre notamment le cas du multiplicateur keynésien. En investissant, donc, elle va relancer l'activité des entreprises qui elles-mêmes vont devoir s'approvisionner, relancer l'activité d'autres entreprises et ainsi de suite. Et considérant tout ça, vous faites le biais donc par l'intermédiaire de la taxe, des taxes, TVA et autres, tout cet investissement finalement va être repris. On a vu le multiplicateur keynésien, on avait vu une vidéo qui était sur Internet, avec notamment l'État qui misait donc 100 000 euros par exemple dans une entreprise. On considère que l'entreprise, sur ces 100 000 euros, va investir 80% et garder 20%, va économiser 20%. Ces 80% donc vont être investis et donc vont permettre à d'autres entreprises de travailler. Elles-mêmes vont investir 80% de ce qu'elles ont perçu et économiser 20%, donc les achats donc des 80% de la première entreprise, et ainsi de suite. Maintenant, si on considère que l'État a investi 100 000 euros, la première entreprise, en dépensant 80% de ces 100 000 euros, ça veut dire qu'elle a dépensé 80 000 euros. 80 000 euros, l'État, si on garde un taux de prélèvement de TVA, alors c'est quelque chose qui est un petit peu schématique, mais ça fonctionne quand même. L'État avec 20% de TVA, ça veut dire que l'État va recevoir 16 000 euros de TVA sur les 100 000 investis. Ça pour la première entreprise. Pour la seconde entreprise, elle recevra encore une fois un montant de TVA supplémentaire et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à terme, la TVA cumulée va se retrouver et être à peu près équivalente aux 100 000 euros investis par l'État. C'est en tout cas la théorie du multiplicateur keynésien. Si ce multiplicateur se vérifie, en effet, l'État aura investi, l'État aura relancé l'économie parce que on aura produit, on aura demandé aux entreprises de produire, mais l'État aura indirectement produit du travail et donc diminué le chômage. Voilà. Fin de cette première vidéo, on se retrouve dans une seconde vidéo pour voir quels sont donc les rôles des différentes politiques monétaires. À bientôt.